Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. Juste avec un doigt et deux yeux, tu arrives à faire en fait plein de choses complètement folles. Le menteur, je suis annelé. Le changeant dit, je ne suis pas annelé. Le véridique dit, un seul de nous trois a dit la vérité. Question, qui est annelé? Tu vas à un autre endroit et en général tu te fais zigouiller par un troll qui t'attendait au coin de la rue. C'est pour ça que la revue était bimestrielle. Les mecs, ils n'avaient pas besoin d'être mensuels, ni hebdo, tu vois, parce que sinon, je pense que tous les cerveaux auraient explosé, quoi. Et un jour, j'ai vu une vraie partie de Dame, et là, j'ai compris qu'en fait, j'avais rien compris, quoi. C'est quelque chose qui me travaille depuis des années, et que c'est un manque, que j'assume totalement. Et j'ai voulu, et Dieu merci, on a inventé Internet. Ouais. Tu as la charnière du Caïma. Tu as, on fait un saut ou un toby. Il y a le Atari. Tactique, les secrets du solitaire. Passionnant, hein. Du coup, ça fait la revue pas très chère, quand même, avec tout ça dedans. C'était l'affaire du siècle. Many a tear has to fall, but it's all in the game. All in the wonderful game that we know as love. Christophe, on se trouve une fois encore dans ton bureau-bibliothèque. C'est ça, il y a beaucoup de livres, et en fait... On va aller dans une autre pièce. Ah, ok, bah je te suis. Hein. Et on est dans une chambre. Une chambre où il y a aussi... Il y a encore plein de livres. Voilà. Et en fait, on va prendre ça. Ah. Ok. Tu as... Voilà, c'est un peu une surprise. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'instant, on va peut-être juste dire que c'est une revue. Voilà. Exactement. Tu n'as pas pris une revue, tu as pris une petite pile de revues. Alors oui, une c'est pile juste... de 6 ou 7 numéros, 6 numéros. Ouais, 6 numéros, voilà. Ouais. Je dis le titre alors ? Ah bah ouais. Eh bien, nous allons donc parler d'une vieille revue qui n'existe plus, qui s'appelle Jeux et stratégie. Ouais, alors ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Je savais que j'allais un tout petit peu te surprendre avec ça. Maintenant, je pense que quand tu vas voir l'intérieur, tu vas comprendre plein de choses. J'espère que ça intéressera les auditeurs, mais... Je précise qu'une fois encore, c'est une revue encore un objet qui se payait en francs. Hein. Nous sommes à 15 francs. Ah là, nous allons remonter dans le temps. Donc ça va... On va aller très très loin là, presque. Hein. On va pas décrire en détail, puisqu'il y a plusieurs numéros, mais par contre, on peut dire que c'est une revue plutôt de qualité, dans le sens où il y a un dos collé épais, quoi. Combien de pages ? Plus d'une centaine, 120 pages. 120 pages. De toute façon, couverture couleur. Voilà, oui, c'était une revue entre guillemets assez chic à l'époque, mais on va aller s'installer dans la salle principale, mais voilà, c'est Jeux et stratégie, c'est une revue, et je voulais vraiment parler de revue parce qu'on l'a pas encore fait, et pour moi c'est un objet culturel. Je sais pas d'ailleurs si on peut réellement les qualifier comme ça, mais pour moi en fait les revues sont très très importantes, et je pense j'aimerais qu'on parle de ça, quoi. And he'll kiss your lips and caress your waiting fingertips, and your heart will fly away. Donc on est de retour, on s'installe. Et donc là, tu as ramené ces numéros de jeux et stratégie. Tout à fait. Alors on va commencer, enfin on va pas les faire tous en revue, hein, bien sûr, hein, parce que ça n'a aucun intérêt. On va se servir, je pense, comme fil rouge du premier numéro que j'ai acheté dans ma vie, qui est le numéro 12.
Il se trouve qu'après, j'ai le numéro 15, 18, 19, 20, 22. Bah déjà, première chose, j'imagine que tu as acheté cette revue quand elle est sortie, et non pas d'occasion après. Alors, tu étais un lecteur contemporain de tout à fait. Là, nous allons faire un voyage dans le temps de quasiment 43 ans. Car effectivement, le numéro 12, c'est le premier numéro que j'ai acheté de jeux et stratégie. Et tu étais petit, donc. Et j'étais petit, oui, puisque nous sommes en décembre 1981. Oh janvier 1982. Hein ça, tu vois le truc? Alors, je précise, moi, que je n'ai pas été lecteur de jeux et stratégie, que j'avais des copains qui lisaient jeux et stratégie, mais que personnellement, c'est une revue à côté de laquelle je suis totalement passé. Je précise que là, les numéros que j'ai, à l'époque j'ai commencé à acheter cette revue et évidemment j'en suis devenu fan et donc au début, pendant très longtemps ça a été un bimestriel. Oui c'est ça, là, parce que non, à chaque fois, tous les 2 mois. Évidemment, malheureusement, entre-temps, en grandissant, en déménageant et tout, j'ai perdu tous mes exemplaires. Donc là, j'ai racheté ces exemplaires, évidemment sur le net parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis des années et que c'est un manque que j'assume totalement. Et j'ai voulu, et Dieu merci, on a inventé Internet, et j'ai pu donc commencer à récupérer mes numéros de jeux et stratégie. Et pour moi, c'est quasiment à la limite du bouleversant, tu vois. Pour moi, c'est encore plus qu'une Madeleine de Proust. D'accord, donc en fait, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, tu les as achetés à l'époque, tu les as perdus, et par nostalgie et peut-être un peu plus, on va le voir, par besoin, tu le disais, tu as racheté des numéros. Voilà. Et la quête va être longue. Ah, tu veux reconstituer toute la collection? Je vais pas non plus m'obséder dans cette tâche, mais j'avoue que... Enfin, je pense que c'est en expliquant peut-être après qu'on comprendra pourquoi j'ai peut-être un besoin aussi de retrouver tous ces numéros. Pour moi, effectivement, la notion de revue est quand même quelque chose d'excessivement important, d'essentiel même, dans mon éveil à tous les points de vue, et le fait... Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais à l'époque, de rentrer chez un marchand de journaux, parce que là on parle pas de librairie, vraiment chez le marchand de journaux, il y avait pour moi, il y a toujours eu quelque chose de bouleversant là-dedans, et puis surtout une espèce d'émerveillement. Il se trouve qu'en plus il y avait les bonbons ou des choses comme ça, mais enfin pour moi les autres bonbons c'était effectivement toutes les revues, et ça a toujours été une source d'émerveillement total pour moi, et on pouvait voir plein de choses. Et les prix étaient quand même effectivement assez abordables. C'était toujours moins cher que même certaines bandes dessinées dont on a parlé carrément. En album cartonné, de livres, sans parler d'une place de cinéma. Ce lieu aussi, on y allait assez fréquemment, peut-être pour accompagner nos parents qui achetaient eux-mêmes des revues ou n'importe quoi d'autre, ou un timbre, ou une enveloppe. Ou des clopes à l'époque. Ou des clopes, et voilà, bien sûr, tu viens de me le rappeler. Et effectivement, moi, le temps qu'on attendait, et je regardais ces étalages de revues avec, plein de dessins, plein de photos, plein de slogans, plein de mots. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été hyper touché par ça, hyper attiré. Et évidemment, j'avais envie souvent d'acheter, bien sûr, plein de revues. On n'avait pas beaucoup de sous, peut-être, à l'époque. Mais petit à petit, quand on avait un petit peu de sous, on pouvait aussi choisir ces revues. Alors, est-ce qu'on allait acheter une revue de cinéma, une revue de BD, un petit pocket de BD noir et blanc, où des fois, il y avait des trucs un peu pour adultes. Et un jour, moi, voilà, je suis tombé sur la revue Jeux et stratégie chez un marchand de journaux quand j'étais à Castres. Est-ce que ça veut dire que quand tu es tombé dessus chez le marchand de journaux, tu ne connaissais pas la revue, tu n'en avais pas entendu parler, tu n'avais pas de copains qui la lisaient, etc. Non, voilà. Parce qu'effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit, je ne sais pas si c'est générationnel, je ne sais pas à quel point c'est générationnel, mais c'est vrai que je partage un petit peu cette même expérience. On ne va pas rentrer dans le détail des revues qu'on lisait l'un et l'autre, mais en tout cas, les revues, un marchand de journaux, c'est des promesses en fait. C'est ça. Déjà, c'est des couvertures colorées. Et puis une grande variété, les revues parlent de tout. Cette profusion et cette idée que tu as très bien décrit, de choisir, mais vraiment pousser la porte d'un marchand de journaux et effectivement être attiré par quelque chose. Et c'est pour ça que je te posais la question si tu connaissais avant, je retombe sur mes pieds, parce qu'il y a aussi ce côté curieux, c'est-à-dire, celle-là, peut-être ça va être la mienne, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'attire là, et peut-être je vais y trouver mon compte. C'est exactement ça. Genre souvent à l'époque quand même dans une librairie, tu avais quand même
pour les livres, tu avais tous les livres qui étaient tu voyais souvent que la tranche. Il n'y avait pas encore beaucoup de phénomènes d'îlots où tu voyais les couvertures des livres, même s'il y en avait quelques-uns et tout. Alors qu'effectivement, moi, ce qui me fascinait dans les marchands de journaux, c'est que toutes les revues étaient un peu de face. De face, ouais. Et donc, même si elles étaient mises les unes sur les autres, tu avais une espèce de mosaïque de couleurs, d'accroches, de titres, de choses comme ça qui faisait une espèce de galerie, pas là. C'est toujours le cas. On peut juger que la qualité des revues d'aujourd'hui ou je sais pas quoi, mais en tout cas, le marchand de journaux, c'est toujours ça. Voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une différence entre le marchand de journaux et chez le libraire, enfin, où l'agencement des objets ne se font pas de la même chose. Et il y avait vraiment cette sensation entre les revues qui étaient mises à plat, les revues qui étaient mises debout, mais tout le temps on avait des choses en face et donc c'était quand même, on t'attirait l'œil en permanence. Et donc non, je ne connaissais pas du tout cette revue. Et en fait, ce qui m'a attiré dans cette revue, c'est que quand je suis arrivé à Castres, j'avais en fait 8 ans, 9 ans. Et je vais pas me lancer dans des souvenirs personnels, mais je venais de Paris, donc l'espèce de changement Paris, Tarn profond, Castres, ça a été assez violent pour moi, assez bizarroïde, j'avais perdu tous mes repères. Et l'une des choses qui m'a un petit peu sauvé, c'est que juste avant de partir pour Castres, un ami à mon père m'avait appris à jouer aux échecs. Et quand je suis arrivé dans ma nouvelle école, où j'étais encore plus paumé que ça a pu être dans ma vie pour des multiples raisons. La seule chose qui m'a un petit peu raccroché à ce nouvel univers, à cette nouvelle ville, à cette nouvelle école, aux gens que je ne connaissais pas, etc., c'était le fait que dans cette école où je suis arrivé, le professeur que j'avais s'occupait du club d'échecs aussi le soir après les cours. Et du moment que j'ai eu cette espèce de plage où je me suis un peu échoué, où j'ai pu en fait continuer à pratiquer ce jeu que je venais juste d'apprendre, ça a été un petit peu le lien qui m'a permis un peu de continuer à vivre là-bas, parce que c'est vrai que sinon c'était assez compliqué. Et je pense que c'est ça qui m'a attiré ce jour-là dans le magasin de journaux, c'est de voir jeux et stratégie. Alors, il n'y a rien alors peut-être que j'avais vu on pourra décrire l'objet, mais qu'il y avait des rubriques échecs, dames, go, Scrabble, tarot et tout. Voilà. En fait, sur la couverture, il y a reproduit une espèce de casse-tête en bois, en photo sur fond jaune uni, en volume, c'est un vrai quoi. Et puis sur la gauche, il y a des accroches sur le contenu, avec à chaque fois un adjectif et dessous le descriptif. Donc il s'agit du numéro 12, fou. Donc c'est dans la catégorie des fous, les plus beaux casse-têtes du monde. Voilà, ça, c'est la couverture. C'est ce qui est fou dans la revue, c'est ce qui est en plus gros. En plus, le lettrage et la police du caractère est plus grosse. Tactique, les secrets du solitaire. Voilà. Passionnant, hein. Stratégique, les jeux de combat aériens. Voilà. Et classique, au pluriel, le backgammon, le bridge, les dames, les échecs, le go, le Scrabble et le tarot. Voilà. J'aime autant te dire que je comprends pourquoi je ne suis pas allé vers cette revue. Là, il y a de l'accroche. Hein. Là, tu sens que tu as envie d'acheter la revue, tu vois. Et effectivement, un bandeau rouge en haut, en diagonale, monstrueux. Chimère, notre jeu en encart. Voilà. Donc il y a promesse de jeu en encart aussi à l'intérieur. Et c'est là où ça va commencer à être énorme. Et alors, on peut continuer notre analyse iconographique. Tout en bas, une publication Science et Vie. Voilà. D'accord. Donc ceci est un peu un bébé, un spin-off. Un spin-off de la revue Science et Vie, qui existe toujours, je crois, qui a été quand même racheté par d'autres gens qui ne sont plus les mêmes qu'à l'époque, puisque Science et Vie était un peu une espèce de revue scientifique généraliste qui avait ses lettres de noblesse. Dans sa rigueur quand même scientifique. Et c'est plus le cas aujourd'hui ? Oui, Science et Vie, non, ça a été un peu racheté par ces espèces de conglomérats qui viennent d'un peu partout et qui, à la place de faire du vrai travail journalistique, font des espèces de... Enfin, maintenant, ils doivent tous écrire avec ChatGPT, si tu vois. Et puis ça commence à virer, c'est plus tellement quels sont les secrets de l'univers, mais extraterrestres, la preuve qu'ils existent, tu vois. D'accord. Tu vois, ça commence un petit peu à... Voilà, en 40 ans, on est passé de là à là, voilà. On a perdu un peu le mot science. Exactement, dans Science et Vie.
comes of the Donc, je pense que quand j'ai ouvert cette revue, j'ai dû feuilleter rapidement, et comme je suis tombé, on va commencer par ça, sur la rubrique classique, qui est un peu vers la fin de chaque numéro, et ça commence par les échecs, et là, effectivement, je me suis tout de suite retrouvé dans mon élément, c'est-à-dire que c'est tout à fait classique, ça, je pense que même aujourd'hui, enfin... Bon, peut-être moins qu'avant parce que ça pullulait dans un peu tous les journaux, il y avait toujours un problème d'échec, même dans les quotidiens, des choses comme ça. Donc là, on te propose de jouer comme Mikhail Tal, qui était là, on voit en photo dans les Olympiades 1980 à Malte. Ouais, il faisait partie de l'équipe soviétique avec Karpov et Kasparov. Il a été champion du monde aussi. Voilà, parce qu'à l'époque, on était en plein, pour les passionnés d'échecs, on était en plein dans l'affrontement Karpov-Kasparov. Qui était en plus un affrontement aussi politique, puisqu'il y en avait un qui était plutôt bloc soviétique et l'autre qui était plutôt dissident. Ouais, alors à l'époque c'était pas encore aussi prononcé que ça parce qu'on est en 81. C'est surtout que ça prouvait la suprématie à l'époque des Russes en échec. Il y avait eu l'épisode Bobby Fischer pour les Américains, mais ça c'était fini. Donc là c'était vraiment, ça se passait sur le bloc de l'Est, puisqu'il y avait encore le bloc de l'Est. Donc pour faire vite, on te propose plein de petits problèmes. Hein. Les blancs jouent et gagnent en 4 coups, font mat en 4 coups, etc., etc. Et donc après dans les classiques, effectivement... il y a aussi des problèmes de tarot. Voilà, de tarot. Alors, il y a un côté très ludique, c'est une revue sur les jeux, mais c'est aussi une revue où il y a des jeux auxquels tu peux... Alors, c'est surtout une revue, tu vas t'en rendre compte, où tu vas être mis à contribution en permanence. Ça n'est pas que de la lecture. En fait, voilà, après tu as le Scrabble aussi, on te propose des parties, on te propose de trouver des anagrammes, des mots. Tu peux évidemment jouer au bridge, on te propose là aussi des problèmes. Tout ça, c'est évidemment les dames aussi, c'était beaucoup plus rare à l'époque quand même les dames, qui en fait est un jeu qui est peut-être le plus simple à apprendre, mais à maîtriser en fait c'est le plus compliqué. Moi j'ai fait des tournois d'échecs et quand on était jeune, on est toujours des fois, enfin on est souvent parfois un peu bébête sur certaines choses et le jeu de dames m'apparaissait comme un peu ridicule, tu vois. Oui, il y a toujours eu ce côté échec, c'est noble. Et un jour j'ai vu une vraie partie de dames. Et là, j'ai compris qu'en fait, j'avais rien compris, quoi. Comme le dit un petit peu Edgar Allan Poe dans l'introduction de Double Assassinat dans la rue Morgue, où justement, alors à l'époque, ça me choquait, parce que moi, j'étais donc joueur d'échecs, et j'ai eu du mal à comprendre l'intro de sa nouvelle, puisqu'il se moque des échecs en disant que c'est un jeu pour grosso modo, un peu pour les idiots, quoi, hein, et que lui, il parle du whist, qui est une espèce de bridge, voilà, qui est un jeu de cartes, mais qui se rapproche un peu plus du bridge. Et il m'a fallu du temps, à force de relire, j'ai compris ce qu'il voulait dire, parce que je ne voulais pas voir ce qu'il voulait dire, je ne voulais pas le comprendre. Et il est vrai qu'en fait, le jeu d'échecs, toutes les pièces sont différentes, et donc en fait, c'est plus une notion de faire attention. Tu vois, celui qui va gagner est celui qui est capable de mémoriser le plus de coups à l'avance, et qui va le flancher le moins rapidement possible. C'est plus un jeu d'attention que de véritable stratégie. Alors que le jeu de dames, par exemple, comme les pièces sont toutes identiques, les déplacements sont tous identiques, ça va vraiment se jouer à la force intellectuelle du joueur pur. Et voilà, et tant que tu ne l'as pas vu, et moi j'ai vu un jour une vraie partie de dames, et là je pense que tous les joueurs d'échecs, on s'est regardé, on s'est dit, ouais d'accord, en fait, on est encore, non seulement, on était des petits joueurs, hein, on n'a jamais été, on n'a jamais fait des concours classés, classement Elo, etc. et tout, mais on avait un peu la prétention d'aller dans un club d'échecs, de pratiquer toutes les semaines et tout, mais c'est là où on a compris qu'en fait dans ce jeu ça demandait là vraiment une espèce de puissance d'analyse et une vision de plusieurs coups à l'avance qui était d'autant plus fascinante qu'elle s'appliquait à un jeu qui en apparence a l'air absolument tout simple et qui est même le premier jeu que tu apprends quasiment avant les échecs. Oui, quoi, tu vois. Alors qu'effectivement, après le bridge ou les choses comme ça, c'est quand même, tu as beaucoup plus d'éléments qui rentrent en compte. On te propose des problèmes de backgammon, et alors la grande découverte aussi, c'est le jeu de Go. Ça a été beaucoup plus rare quand même à l'époque. Surtout que là, il y a beaucoup plus de rédactionnel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une initiation au jeu de Go. Alors, là, on est déjà, parce que c'est le numéro 12, donc c'est carrément là encore des problèmes. Et puis alors là, c'est là où ça a été une grande découverte pour moi et tout, c'est que c'est quasiment, en fait, comme tu le dis, il y a beaucoup plus de rédactionnel, mais c'est surtout que c'est quasiment de la philosophie et de la poésie. C'est-à-dire, je sais pas si tu vois les titres, mais tu as Tentation et Tessuji. Le Tessuji est le bon coup.
C'est une définition très large qui va de la pointe d'une combinaison à la manière correcte de jouer. Il s'oppose d'une manière très générale au coup vulgaire qui est la tentation habituelle. Et je te dis que c'est tout comme ça pendant 4 pages, tu vois. Ouais. Tu as la charnière du Kaima. Tu as, on fait un saut ou un tobi. Il y a le Atahari. Il y a le tobi et le nozoki. Enfin voilà, tu as non seulement la découverte d'une culture, mais tu as une espèce moi je trouvais de poésie des mots, de choses qui t'amènent dans un autre univers. Ça évoque très clairement les livres de philosophie orientale, ou l'Agakure, le livre des samouraïs. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, là, tu vois, tu as le diagramme 3 qui te propose un coup qui s'appelle la sangsue. Voilà. Et je veux dire, tout est comme ça. Et donc voilà, ça nous permet déjà de faire, disons, un bon 8e de la revue qui était tout cet aspect-là des classiques des jeux où tu pouvais t'entraîner. Et moi, effectivement, je me souviens que je suis tombé là-dessus, j'ai pris la revue, j'ai été l'acheter, et après je suis rentré chez moi et j'ai commencé à me plonger dans le reste. Et alors là... Ouais, parce que jusque-là, c'est très bien quand on aime jouer et tout, mais on a l'impression que on retrouve ça un petit peu dans tous les magasins de journaux. Tu peux... Alors maintenant, tu achètes plutôt des trucs spécialisés, en fait. Tu vas faire des mots fléchés ou des sudoku ou je sais pas quoi. Mais en fait, des revues qui proposent des jeux, ça existe encore. Oui, mais celle-là, je pense que tout de suite, après quand on feuillette rapidement, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, il y a effectivement au début toute une espèce de choses autour des actualités. Alors de nouveau on est sur les jeux, mais il y a les tournois récents, les choses comme ça, donc ça peut paraître un petit peu rébarbatif à force. Alors très vite on a les tests d'autres jeux et stratégies à jouer pour vous. Et alors là, pour tous les fans de jeux, que ce soit les jeux de société, les jeux de plateau, les jeux de lettres, il y a effectivement un monde incroyable qui est en train de se développer à une vitesse infinie. Ouais, il faut se rendre compte qu'on est en 81, il y a un jeu labyrinthe électronique de Dungeons et Dragons. Voilà. Donc déjà, c'était pas Donjons et Dragons, la marque n'était pas encore française, enfin francisée. Et puis surtout, alors c'est un jeu de plateau. Voilà, alors le premier, mais tu vois, dans le numéro 18 qu'il y aura juste après, ça y est, ça va être Donjons et Dragons. Ouais. Donc on est dans la pleine révolution. Moi j'ai eu la première version française de Donjons et Dragons qui est arrivée. Et je l'avais chopé avant en anglais. J'avais passé quasiment un été à essayer de traduire le manuel du maître de jeu. Oui, parce qu'on peut préciser, pour ceux qui ne savent pas, que c'est le créateur, ou en tout cas le vulgarisateur des jeux de rôle de Donjons et Dragons. C'est voilà. C'est un peu avec ça que ça a commencé, qui est effectivement une ressucée de l'heroic fantasy qui, grosso modo, on va dire, pour faire simple, on n'a pas le temps de naître avec Tolkien et le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, et cette revue, en fait, tu vas vite t'en rendre compte, est le réceptacle de plein de choses qui sont totalement différentes. Donc là, on parle évidemment de jeux, on a le dossier les plus beaux casse-têtes du monde, donc on va dire que ça reste effectivement assez classique. Tu as les casse-têtes de rangement, les casse-têtes d'assemblage, les rangements-assemblages, tu as les démontages. Avec un petit article sur chacun, voilà. Une photo pour illustrer, c'est assez beau en général les casse-têtes. Oui, voilà, avec des formes géométriques assez complexes parfois. J'avais le serpent. Les marques, le prix et les notes sous forme de cœur, parce qu'on n'a pas beaucoup évolué là-dessus, c'est soit des étoiles, soit des cœurs. Voilà. Et disons que, après, tu as un expert, peut-être pas le mettre trop près, tu as un expert des casse-têtes qui nous parle. Un collectionneur. Voilà. Le titre c'est Une folle collection. Donc, effectivement, le monsieur n'a visiblement que ça dans sa maison. Dans sa vie, j'avais envie de dire. Et même dans sa vie, exactement, tu as raison. Et alors là, ce que je voulais te montrer un petit peu, c'est les pubs. Car effectivement, on en a passé une, tu vois, ça montre aussi, ça je pense qu'il faut le rappeler. Ouais, alors, mais je me retiens depuis tout à l'heure, parce que moi c'est ce que je préfère quand je découvre les vieilles revues, c'est les vieilles pubs, mais ça je pense qu'on est un peu tous pareils, ce côté nostalgique. Tu détestes la pub qui envahit ta vie, mais avec la patine du temps, tu te dis, quand même c'était soit drôle, soit touchant. Oui, et puis surtout je pense que là ça nous permet une nouvelle fois de bien remonter le temps et bien de voir tout ce qui s'est passé. C'est que là quand même la panacée, c'est quand même une pub de Hewlett-Packard pour juste une calculette, la HP11C. Le calculateur pour gagner, c'est le slogan. Voilà. Alors si on fait une analyse iconographique rapide, évidemment, on a une main, on peut présumer d'homme, qui tient une règle, un stylo à mine, des feuilles où il y a beaucoup de calculs qui ont l'air très compliqués, et trône par-dessus fièrement la fameuse calculatrice. On n'est que dans la calculatrice, mais qui te promet de faire plein de choses. De gagner en puissance et de gagner en efficacité. Voilà. Et tu vas voir que ce qu'il y a de génial, c'est que dans Jeux et Stratégie, on te propose aussi, ça peut être plus dur pour moi de faire quasiment, d'inventer des jeux
avec ta calculette, de la programmer, parce que ces petites calculatrices pouvaient se programmer. Logiciel avec votre calculatrice programmable, Couler le pirate, qui est une espèce de version de la bataille navale, un peu améliorée. Et je crois que tu joues contre la calculette. Et là, tu as tout le programme. L'explication, c'est il s'agit de couler un adversaire immobile dans la traditionnelle. Ici, vous devez l'atteindre, mais non seulement il se déplace, mais vous-même, vous n'allez pas où vous voulez, risquant d'être bloqué par la terre ou aspiré par un tourbillon géant. Tout ça avec une calculette. Tout ça avec une calculette, donc, qui étaient des calculettes programmables. Là, c'est la TI 5859, la Texas Instruments. À une époque où il n'y avait pas d'ordinateur domestique, on est dans l'anticipation de ça. Voilà, sauf que, on y est déjà parce que là, ils arrivent, les ordinateurs domestiques. Tu vas voir qu'on est à la... il n'y avait pas grand monde qui en avait en 80... Oui, mais alors, tu vas voir. Oui, il n'y a pas de... Nous, chez nous, non, mais ils sont là parce que tu vas voir toutes les autres pubs, ça y est, c'est déjà là. Tu as la pub pour le ZX Spectrum, tu as la pub pour les Atari 2, alors, soit déjà des consoles de jeux. En fait, c'est le réceptacle de toute la révolution informatique, cette revue aussi. Et donc, effectivement, on a vu au début sur les jeux classiques qu'il y avait aussi les premiers ordinateurs qui jouent aux échecs. Ouais, tu joues contre l'ordinateur. J'en avais un. Voilà. Et là, encore, c'est la version grand public. Et là aussi, tu vois, on a le Philips qui est uniquement la console de jeu, le Videopack 32. C52, voilà. Tu vas voir que dans les autres, il y a les premiers ordinateurs familiaux. Mais évidemment, une révolution n'annule jamais la chose qui est avant, en tout cas pas tout de suite. Il y a toujours une phase de transition où avant qu'un modèle l'emporte définitivement sur l'autre et que l'autre finisse au rebut, il y a une espèce de temps de latence où les deux choses cohabitent. L'une est parfaitement implantée, la calculette programmable, et très vite... voilà, et donc en même temps il y a eu la révolution du Rubik's Cube qui est arrivée. Là c'est pas le Rubik's Cube, non. Je suis désolé, c'est le Super Cube. Un cube. Un cube encore plus fou. Voilà, puisque là il faut non seulement faire des faces... c'est comme le Rubik's Cube, c'est-à-dire faire les 6 faces extérieures. Mais en même temps, comme c'est composé de petits cubes, il faut que chaque couleur qui se touche soit, je crois, la même ou un truc comme ça. C'est-à-dire c'est un Rubik's Cube éclaté, c'est-à-dire où on a tous les cubes individuels. Voilà. Je sais plus combien il y a de cubes dans un Rubik's Cube, mais... Et là, 4 x 4 et x 4. 4 puissance 3. 4, tu en as 64, si je ne me suis pas trompé. Voilà, tout est en train de se révolutionner et on est à la fois sur les vieux jeux, les classiques, on est à la fois sur la révolution des jeux de rôle qui sont en train d'arriver, qui vont amener énormément de bouleversements même dans les jeux de plateau. Les stratèges, celui-là je l'avais aussi quand j'étais petit. Et mais disons que le jeu de rôle, il apporte un truc par rapport au jeu de société classique, qui est une espèce de narration en fait. C'est ce qui va... alors après, évidemment, ça dénonce aussi une catégorie de personnes qui vont être appelées des geeks, à l'époque je ne sais même pas comment les appeler d'ailleurs, qui restent entre eux, qui vont jouer des nuits entières, faire là aussi des vannes sur pas de vie, machin et tout ça. Mais en même temps, le jeu de rôle, il y a un scénario, il y a un maître de jeu et il y a une espèce de mise en place de narration qui t'implique plus que dans un jeu basique, on va dire. Disons oui, puis surtout il y avait aussi la présence du maître de jeu qui était censé être un peu le metteur en scène de tout ça, donc il y avait un peu ce rapport qui était nouveau, alors qu'avant soit tu étais joueur, soit tu faisais rien. Là déjà il fallait un maître de jeu qui va faire jouer des gens, mais qui va incarner tout un univers, qui à la fois s'incarne sur un plateau, donc ça reprenait des éléments de jeu qu'on connaissait par ailleurs, mais effectivement il y avait cette notion d'incarner un personnage, et que ce personnage allait évoluer tout au long de l'aventure, peut-être mourir, etc. Enfin, il y avait effectivement plus d'options qui coûtaient
en plus quasiment rien, parce que c'était que de l'imagination, des papiers et des dés, et juste les dés avaient des 10 faces, 20 faces, 12 faces, donc ça oui, on sortait du simple dé à 6 faces. Et c'est vrai que tout ça arrive en même temps, j'avais jamais pris conscience de ça, c'est vrai que les jeux de rôle, les jeux sur console, mais alors vraiment les toutes premières consoles où il y a 4 pixels sur l'écran, où c'est des jeux très très simples en fait, qui aujourd'hui sont aussi cultes parce qu'il y a toujours cet effet du temps, tout ça arrive en même temps. Et cette revue en France, c'est la première du genre Quasiment oui, alors d'ailleurs là j'ai pas pris mes notes, mais donc de toute façon elle est née en 79 je crois, 80 et elle finit en 89. Elle a quand même une durée de vie très 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 courte. Peut-être que j'aille juste rechercher mes notes tout à l'heure. C'est un dérivé de Science et Vie, donc là aussi si tu veux il y a quand même tout ça qui se met en place. On peut dire que ça naît un petit peu quand même dans les années 70, et on va dire que tout cet aspect, comme je te le disais, même au niveau de l'informatique familiale arrive à ce moment-là. Avec, là j'ai une pub justement, tu vois, du Sinclair ZX80. Et je sais pas si tu vois, mais la mémoire c'est 1 octet extensible à 16 octets. Et il faut faire comprendre aux gens qu'à l'époque il n'y a pas encore, puisque là en fait tout ça va être avant la révolution du logiciel. C'est-à-dire qu'il va vraiment permettre en fait de familiariser tout le monde avec l'usage d'un ordinateur personnel et familial pour faire même les tâches les plus simples. Alors que encore à l'époque, il faut programmer son ordinateur. Il faut faire par exemple le langage standard, c'est le BASIC. Et en fait, même pour faire des règles de calcul, même pour faire ce qu'on appelle maintenant un fichier Excel où on peut mettre plein de chiffres et calculer plein de chiffres en fin de colonne, en bout de colonne ou tout ça, là il fallait en fait programmer la chose. Il fallait faire le boulot que maintenant des gens font pour nous et mettre maintenant même carrément dans un ordinateur ou dans une puce, dans une cellule. La révolution étant évidemment après Bill Gates qui va comprendre que en fait oui c'est ça, il faut simplifier, il faut que les gens ne se rendent pas compte de comment ils utilisent leur ordinateur, comme aujourd'hui on ne se rend pas compte de comment on utilise notre téléphone pour faire 150 tâches différentes. Il nous faut effectivement non seulement des logiciels, mais des ergonomies qui sont adaptées à n'importe qui, et que juste avec un doigt et 2 yeux, tu arrives à faire en fait plein de choses complètement folles. Alors que là, ça n'est pas encore le cas, et que déjà les gens veulent nous vendre des ordinateurs pour chez nous, alors qu'effectivement, normalement, c'est peut-être éventuellement au bureau, ou c'est dans des grandes pièces où ça pèse des centaines et des centaines de kilos. Ouais, quand même pour seulement 985 francs TTC. To get started, turn the computer on. Now type in the word load and press the Enter key. The computer responds with an instruction to press the play button. Que la revue a été créée en 1980, elle se termine en 89. Le directeur de la publication c'est Jacques Dupuis, mais en fait c'est effectivement vraiment le bébé de Alain Ledoux qui est assez connu dans le monde des jeux, qui a été vraiment un rédacteur en chef, qui a fait travailler plein de gens, qui sont tous devenus après soit des gens qui ont travaillé dans l'informatique, dans le monde des jeux. Bon là tu vois il y a encore des pubs pour les micro-ordinateurs, on en est à l'Apple II. Tu vois, mais là, bon, évidemment, on passe à 14 495 francs. Ah, tout d'un coup... tu vois, on est plus loin du ZX, machin. Il doit être un petit peu plus performant, mais... il a un lecteur de disquette. De floppy disk. Oui, de floppy disk, exactement. Ouais. Et avec, c'est quoi? C'est les programmes en dessous parce qu'il y a, donc, alors, il y a déjà, toujours il y a des jeux. Des jeux, mais à programmer, j'imagine. Non, ceux-là sont tout prêts. Mais pour l'instant, ça reste encore souvent sur tout ce qui est jeu, tu vois. Mais il coûte 500 balles.
Et 200 balles, 300 balles. Ah, oui, les jeux, oui, ouais. oui. Et oui, tu parles encore en francs. Oui. C'est ça. Alors, j'ai cru voir passer une BD aussi. Alors, voilà, alors ça c'est effectivement un élément important. Casser ton ordre. Non, il n'y a pas d'ordre. En feuillette. C'est ça. Alors effectivement, il y a un dessinateur qui est très important, qui est omniprésent dans la revue, parce qu'on te propose plein de jeux et de casse-tête aussi, qui alors vont du tout au tout, hein, avec des mots, avec des chiffres, des fois des problèmes mathématiques, tu vois, les tournées, trois amis, des énigmes de logique, de mathématiques, souvent très drôles, qui sont illustrés par Claude Lacroix, qui est un dessinateur qui était un petit peu connu à l'époque. Tu pouvais retrouver aussi dans Pilote, Métal Hurlant, alors Gomme aussi, je me souvenais de cette revue aussi de bande dessinée qu'on oublie, mais qui a existé un temps. Il était dans les trucs de jeunesse de Bayard, Okapi, Je bouquine. Et il a une série assez importante avec François Bourgeon, qui s'appelle Le cycle de Saiyan, qui est une série de science-fiction très originale. Et bon voilà. Et alors Claude Lacroix, c'était ce dessinateur, hein. Voilà, qui évidemment, j'ai toujours trouvé qu'il avait un style génial. Et on va tomber sur ma rubrique, qui est peut-être la deuxième qui m'a le plus marqué dans la revue, qui était la question de logique. Alors, question de logique commençait avant, je vais juste te donner un exemple. Avant la bande dessinée, il y avait toujours une partie, alors on est dans un climat de science-fiction, où on découvrait une espèce de planète avec plein d'extraterrestres, plein de choses comme ça. Et disons que le principe était là encore des problèmes de logique. Et c'était sur la planète des Centauriens. Et il est impossible de différencier les 4 sexes de Centauriens. Il y a les véridiques, qui disent toujours la vérité. Les menteurs, qui mentent toujours. Les changeants, qui tantôt mentent, tantôt disent la vérité. Et les fous, qui, contrairement aux 3 autres sexes, ne raisonnent pas en termes de logique et peuvent prononcer des phrases vraies, fausses ou contradictoires. Maintenant, je vais vous poser un petit problème. Qui est annelé? Annelé étant une espèce de caractéristique morphologique des centauriens. 3 centauriens, un menteur, un changeant et un véridique vous disent respectivement: le menteur, je suis annelé. Le changeant dit, je ne suis pas annelé. Le véridique dit, un seul de nous 3 a dit la vérité. Question, qui est annelé? Voilà, ce genre de petit problème qui, au bout de 2 secondes, commence à te tordre le cerveau dans tous les sens. Quand tu arrives à la question 7, inutile de te dire que j'y laissais la moitié du temps mon cerveau, je n'y arrivais pas, mais ça me passionnait. Ça explique pourquoi je n'achetais pas cette revue, hein, par contre. Voilà, et moi ça m'a tout de suite fasciné, et là on a une double page de questions de logique avec juste des textes comme ça, à chaque fois en gras tu as les personnages, les menteurs, les changeants qui parlent, et on te pose des questions, illustrées déjà par des petits dessins de Claude Lacroix. Mais le bonus, c'était qu'en plus après, tu avais encore une double page de questions de logique, mais cette fois sous forme d'une bande dessinée, avec de nouveau le même genre d'énigmes logiques. Et là, c'est la plume de Claude Lacroix qui s'en donne à cœur joie, hein, on peut le dire. C'est le même qui fait les illustrations dans le reste de la revue. D'accord. Il fait tout. Et il travaillait pour énormément de revues, il a travaillé aussi pour Le Point, il travaillait évidemment pour Science et Vie, le journal de Mickey, il a fait des illustrations pour Fiction et Galaxy. Alors, je trouve... Alors, il y a un petit côté Moebius, mais vite fait. Voilà, mais moins foufou, mais il y a quand même une espèce de précision, de modelé par petits traits, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, c'est plus enfantin, quoi. Voilà, mais en même temps, il a un côté très réaliste. Ces personnages sont parfaitement, enfin la planche, t'as vu, ça respire la clarté, alors que tu as beaucoup de texte. Il y a énormément de texte. Et quand même, il y a des choses visuelles qui sont quand même, je veux dire, qui te pètent à la vue, quoi. Mais et tout en noir et blanc, évidemment. Là, par contre, le chemin des étoiles, ça se suit, tu vois. Ça se suit, mais avec un problème différent à chaque double page, j'imagine. Oui, mais sauf que dedans, tu as plein de petits problèmes. À chaque fois, on te pose une question, 2 questions, 3 questions, 4 questions, tu vois. Okay. Même 5. Donc en fait, c'est aussi rentabiliser la bande dessinée. Je sais pas si tu vois, tu fais... Oui, tu la lis moins vite qu'un gag. 2 pages, t'en as pour 2 mois, voilà. C'est pour ça que la revue était bimestrielle. Les mecs, ils avaient pas besoin d'être mensuels, ni hebdo, tu vois, parce que sinon, je pense que tous les cerveaux auraient explosé, quoi. Et on termine quand même sur un superbe vaisseau à l'envers, dans notre sens à nous, qui flotte dans l'espace et qui est quand même juste superbement rendu, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une efficacité dans les planches et dans le dessin qui fait que ce mec avait, je trouve, énormément de talent. Et
Et voilà, et donc il illustre tout, puis à chaque fois... Il a fait un labyrinthe, là. De toute façon, il a une capacité à rendre les choses... tu vois, à même illustrer les problèmes de logique, et ça te donne quand même envie, alors que certainement, peut-être, tu vas pas y arriver après, mais... Mais ce que je trouve intéressant dans son cas, parce que je suis pas un coup de cœur sur le dessin, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est capable, quand il fait de l'illustration d'un sujet, d'avoir un dessin vraiment gaguesque, le dessin de presse quasiment, et puis quand il fait la bande dessinée, à revenir vers un style plus sérieux, voilà, plus réaliste encore, ouais, quoi, moins gaguesque. Mais de toute façon, il a bossé, c'était le genre de carrière où les types ils bossaient pour, il a même fait des trucs pour Harakiri, tu vois. Il est mercenaire un peu. C'est le type, il a, voilà, mais quand même, il reste, à part la série avec Bourgeon. Les gens s'en souviennent pour son travail pour jeux et stratégie, tu vois. Parce que ça a marqué des gens, mais... c'est surtout s'il était l'illustrateur unique. On a un peu grandi avec lui, quoi. Donc, après, voilà, on peut... Enfin, il y a tellement de choses dans cette revue. Alors, il y a encore quelques éléments, comme il y a les débuts de l'informatique, sur le numéro que j'avais acheté, tu vois. Au début, on a les combats aériens, alors on a les vieux Wargames, les jeux de guerre qu'on appelait comme ça, qui étaient comme des jeux de plateau mais spécialisés dans les jeux de guerre. Donc il y avait tout ce qui était autour des combats aériens. Mais il commence à y avoir les premiers simulateurs de vol sur les ordinateurs aussi. Je me demandais où tu allais avec cette histoire d'informatique. Et effectivement, on passe du jeu de plateau à les images de simulateurs de vol. Ce qui te montre la transition qui est vraiment en cours et qui, au fur et à mesure des numéros, va être de plus en plus prégnante. Alors c'est pas que l'informatique dans la revue va tout remplacer, mais c'est vrai qu'elle va devenir de plus en plus importante. Tant et si bien même que à un moment, je t'ai montré tout à l'heure programmer un jeu avec sa calculette électronique. Dans le numéro 19 ou 20 là, tu as programmé ton premier jeu avec ton petit ordinateur ZX Spectrum en basique. Voilà. Là aussi, on essaye d'apprendre aux gens à programmer eux-mêmes. J'adorais dans Jeux et Stratégie, c'est qu'après tu avais des espèces de jeux, des espèces de labyrinthes augmentés, des labyrinthes qui étaient un peu plus, qui n'étaient pas juste tu prends ton crayon à papier et puis tu prends un chemin et tu trouves la sortie. Alors là, pour décrire, on a une espèce d'îlot, de falaise immergée. Avec d'autres mini-falaises à côté qui s'élèvent, et donc celle qui est au centre, oui bien sûr, elle est avec falaise, elle est toute sur la hauteur, et t'as des espèces de routes dessinées comme un peu un vieux temple, ou je sais pas, c'est très difficile à décrire, puis c'est un mélange de nature et de construction, avec des escaliers et surtout t'as un chemin comme dans les labyrinthes où tu sens que tu peux aller à droite, à gauche, en bas, en haut et tout, avec plein de numéros, et ces numéros ça te rappelle aussi un peu les livres dont vous êtes le héros. Qui effectivement date de la même période. Ils étaient déjà là ? Un petit peu plus. Ils vont arriver un petit peu plus tard. Il me semble, mais ça existait déjà en Angleterre. Et c'est effectivement, de toute façon, encore une fois, et ça rejoint le jeu de rôle, etc. Et tout. On peut préciser, le livre dont vous êtes le héros étant une espèce de roman, mais qui ne se lit pas dans la continuité, puisque chaque paragraphe, en fait, se termine par une proposition d'aller à telle page, à tel numéro, pour la suite des aventures, selon est-ce que, je sais pas moi, est-ce que vous ramassez la gourde ou est-ce que vous prenez le chemin à gauche, et selon ton choix, tu vas à un autre endroit et en général tu te fais zigouiller par un troll qui t'attendait au coin de la rue. Et là c'est le même principe, ce sont des labyrinthes, sauf que cette fois effectivement à chaque fois qu'on va prendre un embranchement, on va se reporter à un numéro et il va nous arriver une aventure. Alors pour éviter des pages et des pages de lecture, ils utilisent beaucoup de symboles pour expliquer que par exemple si quand tu lis, quand tu prends l'embranchement 3, tu peux trouver une croix, ça veut dire que là tu es mort. Le cœur ça veut dire prendre, un autre cœur ça veut dire trouver, un pic ça veut dire attaquer. Enfin voilà, donc le texte devient une espèce de code après, mais là encore,
on t'emmène dans des aventures sur une double page où en fait tu fais une espèce de labyrinthe de fou qui va te faire jouer pendant des nuits ou des jours ou des après-midi, quoi. Ouais, ce qui se profile dans tout ce que tu expliques là, c'est qu'en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que ça t'implique, c'est une revue qui demande beaucoup de participation de la part des lecteurs, mais en plus, du coup, c'est une revue qui est rentable, c'est-à-dire que c'est une revue qui t'occupe un bon moment, puisque tu ne fais pas ta double page juste en survolant la lecture. Alors, je vais être sincère, moi, je n'arrivais pas à tout faire, tu vois. Je voulais jouer un petit peu au Go, enfin, je faisais quelques exercices d'échecs, je m'attaquais à chaque fois aux questions de logique, puis je me disais, allez, cette fois sur ce numéro-là, je vais arriver à la question 3, alors qu'il y avait 7 questions déjà sur la double page. J'allais vite regarder les solutions, et même en regardant les solutions, je comprenais que dalle. Mais par contre, voilà, je n'arrêtais pas. Les labyrinthes, c'était plus sympathique parce que là, effectivement, c'est juste des questions de choix. Donc, tu notes un moment les choix, tu ne refais pas deux fois la même erreur. Et donc, mais c'est effectivement une revue qui ne cessait de te demander une participation avec laquelle tu avais un vrai échange. En plus d'être une revue classique qui te donnait des informations, car là, j'ai pensé à toi parce que tu vois, il y avait une double page Made in Hollywood. N'oublions pas que nous allons être quasiment dans l'été fantastique, enfin même qui est passé, mais de l'année 82, mais là nous sommes en février-mars 83, donc c'est le résultat de l'été quasiment fantastique, où on a un jeu de plateau E.T. et un jeu vidéo, l'un des premiers du genre Atari, pour ceux qui connaissent. Les films sont sortis en été, mais le merchandising, les produits dérivés, ils arrivent maintenant. Et puis nous, les films arrivaient un petit peu plus tard et en aussi. plus en France, ça a été un peu décalé. Et là, c'est pour toi, si un jour je te le trouve, je te le prends quand même. Ça, je pense que ça a dû devenir un collector. Il s'agit donc d'un jeu de plateau, tout à fait. Inspiré de New York 1997 de John Carpenter, dont jusqu'à cette seconde, je ne soupçonnais pas l'existence même. Alors, d'un graphisme et d'une règle en anglais simple, un jeu agréable sans plus. Parce que les mecs, de toute façon, ils n'hésitaient pas, dans tout ce qui était critique de jeu, là, il n'y avait pas encore, ils n'étaient pas cooptés. Il faut savoir que parmi c'est-à-dire qu'ils étaient encore indépendants et qu'ils pouvaient dire ce qu'ils pensaient. Et surtout qu'en plus, c'est d'autant plus important de dire ça, c'est que des gens dans Jeux et Stratégie ont été en lien, alors peut-être qu'on le verra, notamment avec le club Descartes, comme le philosophe, le relais boutique Jeux Descartes, qui était toute une chaîne de magasins de jeux, et qu'il y avait des gens de la revue qui avaient des billes financières dans les premiers jeux, les relais jeux des cartes. Donc ils disaient pas du mal Non, c'est surtout que même si eux ils vendaient les choses, ils étaient quand même, si tu veux, sincères sur, tu vois, il y avait une espèce, alors qu'après peut-être ils allaient vendre ces jeux-là. Mais en tout cas là, effectivement, en plus c'est un jeu que je pense, même s'ils avaient peut-être importé un ou deux exemplaires, tu vois, c'était pas du tout la version française. Il y a l'Empire contre-attaque aussi, et nous avons le Dragon du Lac de Feu, Blade Runner et Tron. Excusez-moi du peu, mais c'est quand même bien l'été fantastique de 1982, en février-mars 83. Le jeu Blade Runner aussi, ça doit valoir des points. Ça vaut des points, je te le dis. Un jeu de loi amélioré, cela dit. On est quand même loin de l'innovation du film, a priori. Tu vois. Et alors le gag étant quand même, là c'est méta à mort déjà avant l'heure, et évidemment on n'utilise pas encore ce mot-là, mais le jeu électronique Tron, alors que ça parle d'un jeu électronique dans le film, c'est génial. Et avec un jeu électronique qui a un graphisme beaucoup moins impressionnant que le film lui-même. C'est clair. Et c'est ça qui pour moi était, si tu veux, génial. De toute façon, la plupart des jeux dérivés des films sont assez catastrophiques en général, même après quand ça évolue. Donc quand même, on ne perd pas nos classiques. Alors une double page, enfin j'ai pas vu, peut-être plus. Plus. Ouh là là, 4, 5, 6... Oui, on va y revenir. 7 pages, 8 pages consacrées à l'émission mythique qui vient de s'arrêter, des chiffres et des lettres. Alors c'est quoi? C'est un dossier? Non, c'est une explication des règles des jeux. Oui, non, mais c'est surtout pour que c'est surtout ça, c'est pour que toi-même tu deviennes un champion, parce qu'effectivement il t'explique qu'effectivement comme pour tout, il y a des techniques derrière pour aller plus vite et faire comme nos deux camarades. Car comme pour n'importe quel jeu de réflexion, les champions ont leur méthode. Benjamin Hanouna, demi-finaliste 82 à gauche sur la photo, et Franck Dubois de la Patelière, finaliste 81, livrent leurs secrets. Je veux te dire qu'après avec ça, tu pouvais briller en société. Si on a Hanouna et de la Patelière qui nous livrent leurs secrets, je vais te dire. Tu vois, c'est quand même pas merveilleux ce que je te sors là, tu vois. C'est quand même juste énorme, quoi, tu vois. 8 pages quand même. Et voilà, 8 pages sur ça.
Alors, tu as les premiers petits jeux électroniques aussi, Ah, les tu vois, ancêtres. Moi, j'en avais un comme ça Je aussi. les aurais pas datés de sitôt. Et voilà. Alors là, c'était des Vraiment les petites consoles individuelles toutes petites, voilà. qu'on avait. Avec juste des espèces visuelles, mais de celluloïdes qui étaient très simples, qui étaient une espèce de diagramme qui se déplaçait. Enfin, c'était vraiment des jeux rudimentaires au possible. Mais électroniques. Mais électroniques. Ça- Alors là, ça a changé tout. Là. Là, On c'était- avait l'impression d'être dans le Et futur. tu vois, cette fois, voilà, maintenant il y a la rubrique logiciel en basique. Ouais. Et on te montre que là, ça arrive, parce que c'est mis en exergue. Alors, je sais pas, avec schéma mathématique à l'appui et tout, là, on n'est pas là pour rigoler. Donc moi aussi, à l'époque, je prenais des cours de basique. Hein. Bon, j'ai pas été très très loin. Tu étais vraiment le bon client pour cette revue, en fait. Ah, mais moi, c'était... Bah, peut-être c'est aussi cette revue qui m'a fait après, tu vois ce que je veux dire? C'est que au fur et à Tu es mesure... pas devenu informaticien. Non, pas du tout. Parce que j'ai compris tout de suite mes limites, mais en pas mal de choses. Mais, oui, par exemple, on peut aussi parler rapidement que Et- dans chaque numéro... J'allais y venir, mais je gardais ça pour. Enfin, je sais pas, je pensais que c'était un peu. Donc, c'est comme Pi façon gadget. Là, tu avais un jeu encarté Exactement. dans chaque numéro. Exactement. Et alors, en fait, le jeu est une espèce de poster dépliable. Voilà. Je le définis comme je le vois. Et qui devient un plateau, en fait. Qui devient un plateau. Et là, dans ces petites boîtes dont tu vas... Enfin, juste... on va faire le son. Tu avais tous les jetons pour Mais les ça, jeux. c'était pas les boîtes d'origine, ça. Non, ça c'est le monsieur à qui j'ai acheté les revues sur internet Qui qui a m'a tout gardé. gentiment tout envoyé et qui a tout gardé bien proprement pour te dire que quand même les lecteurs de jeux et stratégie sont des gens Sérieux. soigneux et sérieux. Et soigneux. Effectivement, dans chaque numéro, tu avais quand même un jeu original. Créé pour Créé la pour revue, ce qui l'occasion. est quand même pas mal. Donc, ce sont des jeux de plateau avec des petits jetons, ce genre de choses. Oui. Alors ça, qui c'était- doivent s'inspirer de jeux déjà Voilà, existants, j'imagine. des jeux de stratégie, Ouais. de positionnement. Comme Puissance 4. Ouais, enfin plus comme Risque. Ah oui, Tu d'accord, vois. avec des règles Ah non, non, compliquées, non, ouais. oui, là par contre, on est dans jeu et stratégie, mon gars. Attends, là, non, puissance 4, bon. Du coup, ça fait la revue pas très chère quand même avec tout ça dedans. quoi. C'était l'affaire du siècle. si tu veux. Et puis attends, c'était là, je t'ai dit ça, mais il y avait déjà aussi encore une fois des jeux de rôle que tu pouvais jouer à 2-3 avec le premier. D'ailleurs, c'était dans celui que j'avais acheté, c'était Chimère, c'était ça. C'est vraiment un jeu. Alors là, celui que j'avais acheté à un autre acheteur, mais tu vas voir les jetons qui sont à côté, qui n'ont pas été encore découpés. Ouais, donc là, on a une carte typique D'un donjon, tu vois, avec plein de pièces. Ouais. Comme un petit peu le jeu Labyrinthe chez Ravensburger, qui est assez connu. On dirait un plan ouais, De château fort, ouais. vu de haut, Ouais. avec plein de cellules, plein de pièces. Ouais, ça- Voilà. Et suivant le personnage que tu incarnes, tu as des armes, tu as des monstres. Enfin voilà, il y a tout un. Après, bon, les règles sont sur 4 pages, mais tu te rends compte que même à 2 numéros tous les 2 mois, à chaque fois, il y avait un nouveau jeu, quoi. Enfin, les mecs, ils arrêtaient pas. Alors, il y avait certainement des redites, je les ai pas tous faits, mais celui-là, je me souviens, Chimère, j'y jouais avec des amis. Mais oui, non, c'est une revue qui était pour moi complètement folle. Évidemment, il y avait un côté un peu merchandising, un peu. Mais quand tu voyais tout ce que tu pouvais, enfin, tout ce que tu ne pouvais pas t'acheter, parce que tout ça coûtait cher. Mais tu vois, les 30 surprises du Père Noël, donc pour les brancher. Donc là, on avait tous les jeux type électronique, les choses, voilà, un Atari, oui, mais un ordinateur, puisqu'à la base, nous, Atari, c'était qu'une console de jeu, mais là, il a commencé à y avoir un ordinateur aussi. Tu avais la page pour les petits malins, alors là, avec des beaux objets, des beaux jeux de tarot, des beaux casse-têtes, des beaux jeux de dominos, choses comme ça, pour les classiques, etc., etc. Alors, c'est ça que je voulais juste te montrer, c'est des fois le rapport. D'accord. Donc la Alors personne là, qui t'a envoyé les jetons les a mis dans des boîtes de Mécarios, qui doivent être des petits cigarios. Hein, Exactement. Et il y a une pub dans la revue donc d'époque pour les Mécarios, Voilà. avec la même boîte. Voilà, Donc, ce qui laisse penser que cet homme a gardé, fumé éventuellement, peut-être influencé par la publicité. exactement, c'est ça que je veux dire. Je me suis toujours posé la question de l'influence de la pub, et Et là ben on voilà. en a peut-être un exemple. Et je sais pas si tu vois quel exemple. C'est-à-dire que je pense que quand même clairement et nettement, le lecteur de jeux et stratégie peut être un fumeur de Mécarios, puisqu'on lui propose dans la pub, et qu'en plus quand même il va conserver ça, et en plus utiliser les boîtes pour plus tard. Pour ranger ses jetons Ranger. Et alors en fait même on peut penser que de toute façon, non, c'est surtout qu'il les a rangés à l'époque. Qu'il devait collectionner tous les jeux de jeux et stratégie, qu'à l'époque, cette boîte date des années 80 que je tiens dans la main. Enfin, elle est très bien conservée, mais déjà, je sais pas si cette marque existe encore.
Et puis surtout, si tu veux, je ne pense pas que c'est maintenant qui m'a redécoupé tous les jetons et tout. Forcément, il l'a fait à l'époque, tu vois, ou très peu de temps après. Donc voilà. Donc comme dedans tu avais effectivement des pubs pour les premiers ordinateurs, des calculettes, ma femme a regardé une pub où tu avais aussi pour adhérer à un club de jeux. Mais alors la pub te montre une femme à moitié nue dans une piscine et un homme torse nu aussi. C'est une question, oui je l'ai aperçu tout à l'heure, cette publicité avec un fond bleu, un ciel bleu. C'est une question que je me pose d'ailleurs depuis le début. C'est difficile de faire de la sociologie à rebours, mais est-ce que cette revue avait un public féminin, un lectorat féminin ? Voilà. Alors, je pense que tu vas avoir la réponse à ta question. Il faut la décrire quand même. Partenaire de cœur, de jeu, d'esprit, ça c'est le slogan qui est écrit tout en haut de la photo. Bénédictine vous parle tendrement. Et en fait, Bénédictine, c'est le nom du Game Club, donc du club de jeu, où on peut adhérer, donc qui se situe au boulevard Haussmann à Paris. Et donc on voit sur la photo une femme qui apparemment est dans une piscine. C'est pas très clair parce que il y a une espèce de photomontage. À l'époque, on n'avait pas Photoshop. Mais enfin, en tout cas, elle, il y a que sa tête qui dépasse quasiment. Elle a les deux mains posées sur un marbre, et lui, il est allongé sur le marbre avec torse nu, mais avec un bout de pantalon. Ouais. Quand même. Et il est en train de jouer. Ils jouent tous les deux à un jeu. Une espèce de mahjong. En quelque sorte. Et à côté, détail qui fracasse, un plateau avec une espèce d'armagnac. De la bénédictine. Mais voilà, mais ça je connaissais, mais ça doit être peut-être un alcool. Non, parce que la bénédictine à l'origine, je crois que c'est un alcool qui était fabriqué par des moines, tout ça, et là je sais pas. Oui, peut-être parce que du coup ce serait la marque d'alcool qui a créé le club de jeu et tout. Effectivement. Et donc avec deux verres remplis à moitié avec des glaçons dedans, on est un peu dans le cliché des pubs d'époque. Alors, ce qui répond un peu à ta question, je pense que c'était quand même si dedans, dans le rédactionnel, dans certaines rubriques, il y avait des femmes, je pense qu'on peut clairement dire que c'était quand même une revue qui visait principalement le public masculin. Là, la pub le montre clairement, le mec toise un peu la femme du regard. Enfin voilà, t'as des codes là publicitaires qui sont quand même un petit peu au-dessus, oui. Un petit peu clairs, tu vois. Voilà, il y a même un côté un petit peu soumission. Alors je rassure tout le monde, il n'y a pas de, c'est pas violent. On n'en est pas encore arrivé au niveau de, il a la voiture, il aura la femme. Hein. Ouais. Mais on est quand même, voilà. Et après toutes les autres pubs, tu vois, sur la micro-informatique et tout. Non pas que les femmes ne s'y intéressaient pas, mais c'est clairement. C'est pas le public ciblé. Voilà, à l'époque, on est encore dans ces clichés-là où on pense que ça, c'est un petit peu quand même masculin et pas trop féminin. Alors ça a évolué, le jeu, on peut le voir dans les magasins de jeux, etc. Ça a évolué, mais ça a été long. Et puis même, alors parce que évidemment, je sais pas s'il existe des revues de jeux aujourd'hui comme ça spécialisées, des revues qui ne sont pas que des revues de pure distraction, mais où il y a vraiment un contenu éditorial et tout ça. Mais ce qu'il a remplacé, bien évidemment, c'est des émissions sur le net ou sur des petites chaînes ou sur sur YouTube. Surtout sur les gamers et tout ça. Alors c'est vrai que ça a pris une espèce de forme différente qui moi souvent me plaît un petit peu moins, même si je suis pas disons un spécialiste de ça. Là, ce que j'aimais dans cette revue, c'est qu'effectivement il y avait un côté, on te proposait quand même plein de jeux,
plein de choses dans lesquelles il fallait que tu t'investisses. Il y avait tout un rédactionnel aussi, par contre, de fond. Par exemple, on n'a pas regardé, mais il y avait à chaque fois aussi un article sur les différents jeux de cartes, les vieux jeux de cartes, les jeux hongrois, persans. Donc il y avait même un côté historique. Il y a la rubrique cartomancie ou cartomanie, je ne sais plus comment ils l'appellent. Mais donc voilà, il y avait vraiment dans cette revue, il y avait vraiment il y a un mélange beaucoup de choses. En fait, il y a un mélange de purement ludique, on peut jouer à des jeux, d'information, l'actualité des jeux, historique comme tu viens de le dire, voilà, là, avec l'étude de vieux jeux, de jeux d'autres pays, le etc. JAS, jeu national suisse, voilà, par exemple. Apparenté à notre belote et de ses nombreuses variantes. Ouais. La belote croisée. Technique. En expliquant comment s'améliorer à tel jeu, en analysant certains jeux et tout ça. Il y a une approche très très complète quand même du sujet. Puis alors des fois, puis ils avaient quand même un peu d'humour. Tu pouvais faire une espèce de petit jeu de rôle avec juste quelques copains sur quelques pages et ça s'appelait Don Juan et Dragueur. Ouais. Au lieu de Donjons et Dragons. C'était le numéro des jeux de l'été. Voilà, je me souviens celui-là aussi quand je l'ai acheté. Ah oui, puis alors celui-là il faut que je te montre aussi parce que voilà, il y a une petite... il y a tout le temps des surprises. Parce que comme ça, on repassait... Voilà. Ah, donc là nous avons, c'est le numéro combien? C'est le 22 ça? Ça c'est le 22, là on est en 83 encore et je pense que c'est le moment où ça repasse à la télévision le soir avant les enfants du rock. Donc la série... Je crois que c'est là où je découvre Le Prisonnier. La série mythique Le Prisonnier, voilà. Grande série, j'allais dire de science-fiction, mais c'est au-delà, série philosophique, enfin bref, ça fera l'objet de peut-être d'une étagère un jour. Mais là, c'est le jeu du prisonnier. En fait, je découvre que ça existe et je suis un peu sidéré. Pour Apple II. Qui est un jeu pour ordinateur. Attends, c'est aussi une disquette de jeu pour Apple II pour l'instant, mais qui connaîtra sans doute des variations pour les autres micros. Bah oui, il y avait le même problème que maintenant avec les consoles, c'est-à-dire est-ce que les jeux font toutes les consoles ou est-ce qu'ils sont dédiés là c'est pareil. Pas, hein. Les jeux sont pour un ordinateur et ne fonctionnent pas sur un autre. Là aussi, avec un graphisme très sommaire qui essaie un petit peu d'évoquer les décors du prisonnier, mais j'avoue que on y croit moyen quand même. C'est pas ça. Non, là on peut dire que c'est raté un peu, quoi, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'était... Enfin voilà, en fait dans cette revue, il y a une confluence de toutes les choses que j'aime dans les casse-têtes, les énigmes, les labyrinthes, l'aventure, et le cinéma, et la culture populaire qui est en train de se mettre en place et de se diffuser, et effectivement qui est en plus en train de se diffuser par plein de canaux différents, qui est en train aussi, et c'est pour ça que là encore à l'époque tout ça était jugé un peu de manière vulgaire, parce qu'effectivement ça n'avait pas une forme unique, et ça ne cessait de se décliner sous plein de formats. Et de se transformer aussi. Et de se transformer. Et ça, quand même, il y avait plein de gens pour qui c'était nul et non avenu à partir de là. Il y avait un mode, même si les plus âgés, les plus vieux aimaient une certaine chose, il fallait pas faire un jeu vidéo derrière. Enfin, c'est ce qui a fait que souvent derrière, les jeux vidéo au début... C'était en tout cas très très mal vu, quoi. Et du coup, évidemment, l'objectif n'est certainement pas de dire à des jeunes aujourd'hui aller chercher des numéros de jeux et stratégie, parce que déjà la quête... toi déjà, tu as répondu à la question de est-ce que tu les lis encore, puisque en fait tu les redécouvres, on peut dire ça, et c'est une espèce de recherche que tu fais de temps en temps de trouver des numéros. Mais peut-être, en tout cas, puisque tu as commencé en disant des choses très générales sur les revues, moi ce qui m'arrive en découvrant en fait cette revue que je connaissais, dans laquelle j'ai un vague souvenir et que je ne lisais pas, c'est qu'en les regardant aujourd'hui, les revues sont vraiment des capsules temporelles. Et celle-là, je trouve, elle cristallise vraiment une époque de transformation où on va pas répéter, mais où on passe où les jeux sont en train d'évoluer avec la technologie, avec la pop culture qui s'infiltre dedans. Et de toute façon, tu l'as dit, il est clair et net qu'on pourrait, aujourd'hui on va maintenant employer un vocabulaire un peu plus d'aujourd'hui, mais c'est une revue de geek. À l'époque, le mot geek existe déjà, mais il y a une hésitation, même en plus chez nous en France, entre geek et nerd, qui était effectivement, il y avait quand même le bourgeonnement de l'informatique, donc le geek était déjà un petit peu apparenté à ce monde-là, du type qui bosse là-dedans et tout, et le nerd était l'intellectuel des écoles avec des boutons et des petites lunettes qui se fait charrier par tout le monde. Des fois ils fusionnaient l'un dans l'autre ou inversement, et le nerd était destiné à devenir un geek.
Nous, en France, je pense que effectivement tout ça est une culture essentiellement américaine, donc on se l'appropriait d'une manière différente. Par contre, effectivement, je pense que cette revue, elle est un miroir parfait de la bascule qui, pour moi, va s'opérer entre, là, on est au mi-temps des années 80, et en 10 ans, avec l'arrivée et la révolution de l'informatique familiale et disons la suprématie après des logiciels intégrés, des puces électroniques et tout, effectivement, c'est le monde de demain, il est là, en fait. À part qu'il ne parle pas de rap, je fais simple, il y a déjà tout là. Tout est là, et tout ce qui va être important pour de bonnes et peut-être surtout de mauvaises raisons est là. Moi, je trouve que cette revue était vraiment intègre, intelligente et vraiment intéressante parce qu'elle ne se moquait pas de son lecteur, elle le faisait participer à plein de niveaux et elle l'intéressait à plein de choses, par plein de canaux différents, et encore une fois, par le jeu. C'est peut-être un moyen de se stimuler et d'apprendre qui est vraiment merveilleux, je trouve, et qui te permettait aussi de rencontrer des gens, parce que moi ça m'a permis, même si je passais des heures seul avec cette revue, en me forçant à faire des jeux de rôle, ça m'a obligé aussi à finir par avoir des copains, pour essayer de faire une partie. Mais voilà, mais effectivement je pense que cette revue synthétise absolument l'avenir qui maintenant s'est complètement épanoui, encore une fois pour le meilleur ou le pire, et qui est là, qui est totalement en train de se dérouler sous nos yeux. Et effectivement, quand j'ai retrouvé ces revues, c'est vrai que j'en gardais ce souvenir-là, mais c'est vrai qu'à ce point-là, je me suis dit, ouais, mais en fait, tout était là. Le monde qu'il décrivait là a fini par être le monde prédominant, quoi. On est quand même dans ce monde-là. Après, je trouve que là où jeu et stratégie te demandaient énormément de travail, par contre, le côté inverse, c'est que maintenant, on a simplifié tout pour rendre accessible à un plus grand nombre et faire en sorte que les gens interagissent encore moins. Cette sensation qu'on avait à l'époque, parce que voilà, retourner chez le marchand de journaux, c'était ça. Quand on savait que le numéro suivant allait sortir à peu près à cette période-là, moi je retournais 4, 5, 6 fois chez le marchand de journaux, jour après jour. Et alors le fameux jour où tu regardes le coin du marchand de journaux, où tu sais que ta revue va être là, et que tu y vas le premier jour, le nouveau numéro, non il n'y est pas encore, tu y retournes, ah non il est toujours par là, et encore un troisième jour, un quatrième, et ce jour où tu reviens, et là tu vois le nouveau numéro. Mais pour moi c'était genre, juste, ça faisait ma semaine après, tu vois. Ce que font les gens qui attendent l'étagère le 15 du mois. C'est ça, on espère. L'étagère, un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec des morceaux instrumentaux de The Residents, John Coltrane, Cold Cut et la chanson It's All in the Game dans les versions de Nat King Cole et Carmel. Retrouvez tous les épisodes de l'étagère sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à laisser des étoiles pour faire connaître le podcast. Vos remarques, critiques et encouragements sont les bienvenus sur le Facebook L'étagère podcast.